Donc, je vais vous parler du Global Risk Report 2024. Donc, c'est un rapport annuel sur les risques systémiques à l'échelle mondiale qui est édité chaque année par le Forum économique mondial depuis 2006. Donc, je vous rappelle en 3 secondes, le Forum économique mondial, c'est une organisation non gouvernementale implantée en Suisse et qui a pour but de faire dialoguer les leaders d'opinion mondiaux, principalement du monde économique, mais pas que, et qui œuvre pour ce qu'ils appellent un capitalisme des parties prenantes. Donc l'idée que par le dialogue, en fait, le capitalisme pourra un peu se moraliser et intégrer d'autres logiques que le pur profit financier, voilà, pour le faire très très simple. Sur la méthodologie, alors l'idée du Global Risk Report, c'est de faire un panorama des risques systémiques à l'échelle mondiale, avec une perspective court terme et long terme. Donc en fait, court terme, c'est 2 ans et long terme, c'est 10 ans. C'est un rapport qui est actualisé chaque année. Et la méthodologie, du coup, elle s'est un peu tâtonnée les premières années, mais depuis 2009, elle est globalement stabilisée. Ça repose sur une enquête auprès des leaders d'opinion affiliés, on va dire, au Forum de Davos, au Forum économique mondial. Et d'autre part, donc, cette enquête, elle porte un peu sur la façon dont ils se représentent les risques à l'échelle mondiale et leur évolution. Et d'autre part, ils croisent avec du dire d'experts, en rassemblant en fait différentes communautés d'acteurs autour des risques. Donc il y a du coup une expertise interne au Forum économique mondial, mais on les avait rencontrés en visio, l'équipe est quand même relativement petite. Mais après, le Forum économique mondial, en fait, il anime différents réseaux d'acteurs et de leaders d'opinion. Donc vous avez notamment une communauté des responsables de la gestion des risques rattachés, donc qui sont un peu c'est les Risk Community Officers, donc les responsables de la gestion des risques d'un certain nombre de grandes entreprises, compagnies d'assurance, mais pas que, d'organisations internationales ou d'ONG. Vous avez également un groupe de travail pareil, animé par le Forum de Davos sur l'anticipation des risques complexes. Alors avant, c'était l'anticipation des risques émergents, mais c'est un peu la même logique, avec 21 personnes issues de différents champs, de monde académique, économique ou d'institutions internationales. Il y a également des consultations thématiques d'experts, par thème ou par secteur géographique. Donc là, il y a 70 personnes qui ont été consultées pour l'édition 2024, par exemple. Et enfin, il y a l'expertise qui amène ce qu'on appelle les partenaires stratégiques du Global Risk Report. Donc cette année, c'est Marsh McLennan, donc c'est une compagnie de conseil et de consulting américaine, et Zurich Insurance Group, qui est un très gros groupe d'assurance et de réassurance suisse. Donc qui, eux, à ce titre-là, sont très très intéressés par l'anticipation des risques. Donc le point fort du Global Risk Report, c'est bien sûr l'enquête, mais c'est aussi le croisement entre cette enquête et toute la mobilisation de ce dire d'experts. Il y a aussi de la revue de littérature scientifique et d'actualité de l'année. Et donc c'est cette méthodologie qui nous a inspiré pour le RAR, avec l'idée de confronter un peu de la représentation et du dire d'experts. La différence qu'on a avec le RAR, c'est que l'enquête du Global Risk Report, elle porte vraiment sur des leaders d'opinion. Donc on va certes chercher leur représentation, mais ils sont également interrogés par rapport aussi à leur expertise, leur connaissance ou leur leadership, entre guillemets, dans leur domaine d'activité. Alors que nous, le RAR, on a une enquête qui est principalement ciblée sur la représentation de la population. Donc on vient plutôt chercher la vie des citoyens et des citoyennes, des habitants et habitantes de notre territoire, et pas un dire d'expert au travers de l'enquête, même si après ça peut faire partie des développements futurs, évidemment, de notre démarche du RAR. Si on rentre assez vite dans le vif du sujet, alors la liste des risques, il y en a 34 cette année. Elle est mise à jour un peu chaque année. Alors, il y a des grands fondamentaux qui restent, et ça, ils essayent vraiment de conserver ces grands fondamentaux pour être comparables d'une année sur l'autre. Mais ça ne les empêche pas, au fil de l'actualité, au fil des consultations d'experts ou de ce qui remonte de l'enquête, parce qu'il y a des questions ouvertes sur des suggestions d'ajout de risques, d'ajuster la liste d'une année à l'autre. Cette année, elle était un peu revue quand même. Il y a eu pas mal de reformulations, de clarifications, pour mieux expliciter les risques. Je trouve qu'ils ont fait un beau boulot cette année sur ça. Et donc, il y a 5 familles. Sur la famille des risques économiques, il y a eu 3 entrées. Je vais vous faire juste le hit parade à l'ancienne. Je vous fais que les entrées, pas les sorties. Donc, les entrées 2024 dans les risques économiques, c'est le contrôle des ressources stratégiques. Donc, l'idée que des acteurs étatiques ou des grandes entreprises peuvent avoir une forme de mainmise, notamment sur des matières premières, des matériaux, des minéraux, des productions ou des produits critiques. On en avait beaucoup parlé ces 2-3 dernières années avec les semi-conducteurs, par exemple, ou
le pétrole, le gaz, etc. On a également une nouveauté qui est la perturbation ou l'interruption d'infrastructures critiques. On avait ce risque-là, mais qui était que sur les infras numériques. Et là, ils l'ont vraiment étendu un peu à l'ensemble des infrastructures physiques ou numériques indispensables au fonctionnement des systèmes critiques, dont Internet, télécommunications, services publics, services financiers ou énergie. Donc la question des réseaux qu'on avait déjà intégré dans le RAR, voilà, le Global Risk Report nous rattrape. Non, je ne sais pas, je pense pas qu'ils aient... Je pense qu'ils avaient fait leur liste avant que nous les rencontrions, mais quand même. Et la dernière nouveauté, c'est les pénuries de main-d'œuvre ou de compétences, avec des marchés du travail en pleine recomposition. Je vous en reparlerai plus loin, qui est un risque qui rentre dans la liste et qui est là aussi, qui alimente pas mal le débat public français, en tout cas depuis quelques années. Sur les risques environnementaux, là, ils ont pas mal refondu la liste. En gros, en fait, il y avait des risques sur l'échec des actions d'anticipation ou d'atténuation du changement climatique. Ils les ont enlevés. Et c'est vrai que c'est moins de l'ordre de l'environnement que finalement de la géopolitique, ces choses-là. Par contre, du coup, ils ont intégré un risque qui est la déstabilisation des grands équilibres planétaires. Ce qu'ils ont principalement en tête, c'est les points de rupture climatiques. Mais dedans, on peut l'élargir. En tout cas, c'est déstabilisation des grands équilibres planétaires. Ben, ils ne le prononcent pas comme tel, mais voilà, je pense qu'ils vont petit à petit y arriver à parler des limites planétaires. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté dans le champ de l'environnement. Et après, il y a eu pareil des clarifications, des reformulations. Ensuite, sur la géopolitique, alors il n'y a pas de nouveauté flagrante, mais pareil, il y a eu un travail de toilettage, de reformulation, de clarification. Vous aurez le support avec la liste complète. Sur les risques sociétaux, il y a deux nouveautés, et là c'est assez intéressant. La première, c'est le recul des droits fondamentaux, des droits de l'homme et des libertés politiques, avec la question de la montée des régimes autoritaires ou entre guillemets illibéraux. La question également des outils de surveillance qui se développent avec les nouvelles technologies, etc. Du coup, c'est une nouveauté de la liste de cette année. L'autre nouveauté, c'est la question des inégalités, ce qu'ils appellent le manque d'opportunités économiques pour les individus et les groupes sociaux. L'idée qu'en fait, y a de plus en plus de personnes ou de groupes sociaux qui sont un peu bloqués par la situation économique dans leur capacité à trouver un travail, à évoluer dans leur vie, à être sur des logiques d'ascension sociale, etc. Donc avant, il y avait quelque chose sur la question de la crise du pouvoir d'achat, des crises de ce qu'ils appelaient les crises de subsistance, les hauts niveaux de vie. Mais là, c'est intéressant parce que vraiment, il élargissent un peu à l'ensemble des opportunités économiques. Ça peut être aussi l'accès à l'éducation, etc. Donc ça rejoint, je crois que c'est Amartya Sen, si je me rappelle bien, la question des capacités. Voilà, c'est ça. Il faut que ça se raccroche dans mon cerveau, mais voilà. Donc du coup, je trouve que c'est des évolutions quand même intéressantes où il y a de plus en plus une forme d'élargissement là aussi du spectre des risques et où la dimension sociale ou sociétale est également, je trouve, de mieux en mieux prise en compte. Sur les risques technologiques, alors je vous rappelle, les risques technologiques au sens du forum de Davos, c'est pas l'usine chimique qui explose, hein, c'est tout ce qui est plutôt les dérives des technologies émergentes. Donc notamment avec comme entrée, on a les conséquences négatives de l'intelligence artificielle. C'était déjà traité dans les autres éditions, mais c'était noyé dans un risque plus global sur les conséquences négatives des technologies émergentes au sens large. Donc là, ils ont gardé les technologies émergentes au sens large, mais ils ont isolé dans un risque dédié la question de l'intelligence artificielle et de ses dérives potentielles. Et on a également une autre nouveauté, qui est la question de la censure et de la surveillance, avec là encore cette volonté de mettre l'accent sur toutes les dérives des systèmes de surveillance, de la question de la gestion des données, etc., qui menacent nos libertés individuelles et civiles, en fait, à l'échelle mondiale. Voilà, donc ça, c'était un peu sur les ajustements de la liste des risques. Ensuite, si on passe aux grands résultats de l'enquête, alors, ils ont refondu, pareil, un certain nombre de questions, etc. Donc la comparabilité n'est pas totale par rapport à l'édition précédente, mais il y a quand même des choses intéressantes. Il y a une question sur comment vous percevez l'état du monde dans 2 ans, dans 10 ans. Donc pareil, ils ont refondu les catégories, donc on ne peut pas complètement comparer. Quand même, ce qui est intéressant de voir, c'est que les perspectives à court terme, dans les 2 ans, en gros, il y a 30% de gens qui pensent qu'ils sont très pessimistes ou vraiment pessimistes. Voilà, donc très très pessimistes ou pessimistes de façon un peu marquée. L'an dernier, c'était 81% qui étaient très inquiets ou inquiets pour les situations court terme. Par contre, le long terme, pareil, les gens inquiets, très inquiets,
C'est 63% cette année pour l'inquiétude pour dans 10 ans. L'an dernier, c'était que, entre guillemets, 54%. Alors peut-être que le contexte de l'an dernier, le contexte de court terme avec les conflits armés, voilà, était peut-être plus anxiogène. Voilà, bon, en tout cas, bon, ça traduit aussi l'intérêt finalement que l'enquête soit faite de façon annuelle, parce qu'on voit quand même que d'une année à l'autre, en fait, il y a pas mal d'évolutions. On va le voir aussi sur les classements des risques. Sur les risques jugés imminents, donc là, on est bien à la rentrée 2023 et les gens disent qu'est-ce qui pourrait se passer en 2024. Alors, ce qui est intéressant là dans le mode de représentation aussi, c'est qu'il ne se contente pas d'un classement juste du hit parade. Il donne aussi le pourcentage de personnes qui ont sélectionné risque comme étant, enfin, voilà, qui l'ont sélectionné. Donc du coup, on voit quand même que la distribution des résultats elle est très concentrée. Et on voit que les risques de queue de peloton, finalement, ils ont très très peu de réponses. Et alors que le plus gros, qui est les événements climatiques extrêmes, ils sont à voilà, 66% de réponses. 2 tiers des répondants l'ont coché et ils se retrouvent comme ça en tête. Le deuxième, c'est la désinformation alimentée par l'intelligence artificielle avec 53%. Ensuite, on a la polarisation des sociétés, donc ça renvoie aussi à la montée des extrêmes et un peu peut-être à l'actualité du moment, en tout cas en France ou ailleurs, 48%. Les tensions sociales liées au coût de la vie, 42%. Et les cyberattaques, là, on est à 39%, voilà, pour le trio. Alors, par rapport à 2023, là, c'est intéressant parce que le top 5 là, des risques à venir pour l'année a beaucoup changé. En 2023, je vous refais le top 5, il y avait les tensions sur l'approvisionnement énergétique en 1. En 2, la crise du pouvoir d'achat. Bon, on retrouve quand même la question des tensions sociales liées au coût de la vie, là pour le coup, qui reste quand même un peu dans le classement. Il y avait la question de l'inflation, qui là est beaucoup redescendue. Il y avait la question des crises alimentaires, qui là a totalement disparu là, du top 10 ou du top 15. Et on retrouvait nos cyberattaques en 5e position, d'ailleurs, comme cette année. Mais vous voyez que finalement, là aussi, l'actualité, voilà, l'actualité du moment ou de l'année au moment où l'enquête est passée influe quand même sensiblement les résultats, y compris pour des grands, entre guillemets, pour le mot grand, leaders d'opinion à l'échelle mondiale. Ensuite, si on passe à la question des risques à 2 ans et 10 ans, alors c'est ce graphique-là que je peux faire passer aussi. Alors, je suis désolé, il est un peu compliqué à lire, mais il est quand même intéressant. Donc, en gros, là, l'idée, c'est qu'ils ont classé, donc ils demandent de classer les risques par, ils parlent de sévérité. Donc, du coup, c'est un peu, on pourrait traduire ça par impact. C'est un peu le mélange de la probabilité et de l'impact. Ils ont abandonné la matrice probabilité-impact, qui nous a pourtant tant inspiré. Et ils ont plutôt une logique de sévérité du risque. Voilà, donc en gros, c'est est-ce qui va beaucoup nous impacter, et donc ça inclut, voilà, est-ce qu'il est susceptible d'arriver fortement et avec des grosses conséquences. On demande aux gens de classer du coup sur une échelle de 1 à 7 l'indice de sévérité. Là, vous l'avez à court terme, et là, vous l'avez à long terme. Donc court terme, c'est dans les 2 ans qui viennent, long terme, c'est dans les 10 ans et au-delà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à court terme, vous n'avez aucun risque qui va au-delà de 5 sur l'échelle de notation. Et il y en a 2 qui sont inférieurs à 3,5, qui est un peu la moyenne. Quand on est en dessous de 3,5, ça veut dire que le niveau d'inquiétude est plus modéré. Ces 3 risques en dessous de la moyenne, c'est les conséquences négatives des technologies émergentes, les catastrophes naturelles qui ne sont pas liées au changement climatique, genre les tremblements de terre, etc., les catastrophes naturelles classiques de toujours, et les attaques terroristes. Et quand vous vous placez à long terme, ben là, vous voyez qu'il y a vraiment, on se dirige vraiment par là, c'est-à-dire que pour l'ensemble des risques, sans exception, à part l'inflation, on pense qu'il y aura une aggravation, voire une très nette aggravation. Et en gros, on n'a plus aucun risque à long terme qui sont inférieurs ou égaux à la moyenne, enfin qui sont en dessous de 3,5 en termes de notes, donc qui sont jugés, on va dire, moins inquiétants. Inversement, on a 11 risques qui sont au-dessus de la note de 5. On atteint même la note de 6 pour les événements climatiques extrêmes. Donc dans les 11 risques, voilà, les événements climatiques extrêmes, la déstabilisation des grands équilibres planétaires, les limites planétaires et les points de rupture climatique, la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes, les pénuries de ressources naturelles, alors là notamment ça reflète beaucoup les risques d'effondrement de la production agricole notamment, les conséquences négatives de l'intelligence artificielle, les fausses informations et la désinformation, les migrations involontaires, donc en gros c'est tous les grands déplacements de population liés aux guerres, au changement climatique, etc. Les cyberguerres ou la cybercriminalité, la polarisation des sociétés, la montée des extrêmes,
et la question des pollutions au sens large, et donc ce qu'ils appelaient avant dans l'ancienne liste des catastrophes écologiques. Voilà, donc on voit quand même un tableau des risques où le pessimisme est de grande rigueur, on va dire, notamment pour l'évolution future. Sur la question de l'évolution, la vision court terme, long terme, on voit aussi que dans le top 5 à court terme, on a beaucoup, alors on a la question des fausses informations et de la désinformation, la question de la polarisation de la société, la question de la cybercriminalité, voilà, qui forme un peu un premier bloc jugé qui est dans le top 5. On a aussi les événements climatiques extrêmes, et on a en entrée dans le hit parade du top 10 les conflits armés entre États. Voilà, et si on passe à l'horizon 10 ans, là on a vraiment, comme l'an dernier, les risques environnementaux qui trustent le classement, hein. Les événements climatiques extrêmes, la déstabilisation des grands équilibres planétaires, de toute façon vous les retrouvez là, hein. La perte de biodiversité, les pénuries de ressources naturelles, on retrouve quand même en 5e position les fausses informations et la désinformation, qui sont jugés également inquiétants. Pareil, il y a quand même quelques évolutions de classement par rapport à 2023. Voilà. Alors ensuite, du coup, si on passe à... Alors, l'an dernier, il y avait des questions également sur comment ça s'appelle, les leviers d'action, enfin, les leviers d'action pour faire face aux risques et leur efficacité perçue. Ça, c'est une thématique qu'ils ont très largement refondue dans l'enquête. Donc, notamment, la question de l'efficacité des actions mises en place à l'échelle mondiale, elle a été abandonnée. Ils l'ont testé qu'une année, en fait, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonnée. Et la question des leviers d'action, elle est abordée. Mais bon, enfin, après, c'est peut-être que mon avis perso, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup moins intéressant que l'an dernier, finalement. En fait, ils demandent quels sont les risques qui pourraient être traités plutôt par des réglementations, des législations nationales, ceux qui pourraient être plutôt traités par l'initiative privée, notamment l'engagement des grandes entreprises, ceux qui pourraient être traités plutôt par des accords bilatéraux entre États ou par des grands accords internationaux. Voilà, mais du coup, ça... Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était moins riche, moins opératoire en fait, mais bon, après c'est peut-être que mon avis perso qui n'engage que moi. Donc du coup j'ai fait le choix, voilà, je ne l'ai pas repris finalement dans le support de cette année. Alors je trouvais que l'approche de l'an dernier, là où il y avait un peu une perception de l'efficacité des actions à l'échelle mondiale mises en place par rapport aux risques, qu'on pouvait croiser du coup avec les risques qui ressortaient un peu en tête du classement, je trouvais que c'était particulièrement fécond comme analyse, mais bon, voilà, ils l'ont abandonné. Il faudrait leur redemander pourquoi, là je ne sais pas expliquer en fait dans le rapport. Ensuite, ce qui est intéressant, là, ça va être de passer sur les analyses qu'ils font, et ils font un peu des petits exercices, là, c'est intéressant, de scénarisation, de croisement des risques, et un peu d'analyse. Donc là, ils font un peu d'analyse prospective, et c'est vraiment là qu'on est au cœur du croisement entre les enseignements de l'enquête et les enseignements des dires d'experts. Alors, il y a d'abord leur analyse à court terme, là, qui n'est pas repris sur les supports. Là, on s'est focalisé sur le long terme. Je vais quand même vous donner quelques mots sur le court terme. Sur le court terme, du coup, 2024-2026, ils pointent trois grappes de risques à anticiper. On a une première grappe de risque qui est autour de la désinformation, de la polarisation des sociétés ou du débat public et un peu de la montée des extrêmes. C'était déjà une grappe de risque qui était mise en exergue pour les enjeux ou les questions à anticiper à court terme en 2023. La nouveauté pour 2024, c'est qu'ils expliquent bien qu'il y a énormément de pays du monde où il y a des élections en 2024 ou en 2025. Nous avons connu les élections européennes en Europe. Bon, nous aurons des élections dimanche prochain en France, mais ça, ce n'était pas prévu. Mais il y a également voilà, la présidentielle américaine à la fin de l'année. Il y avait les élections en Inde, etc., etc. Et donc là, ils disent quand même que voilà, la montée en puissance des outils, notamment technologiques, qui favorisent la désinformation, mais également l'utilisation de ces outils et de cette désinformation comme arme politique, soit par des États pour déstabiliser les opinions. Je vous renvoie à la Russie, l'Iran, etc. Enfin, il y a pas mal de rapports ou de reportages qui documentent cette question. Soit également par des groupes d'opinion, enfin, les manias de la presse, Donald Trump, Bolloré, etc. Enfin, je vous laisse vous faire le lien avec l'actualité française ou internationale. Voilà, du coup, pose vraiment cette question un peu de la manipulation, de l'influence de l'opinion, qui peut venir justement déstabiliser en fait ces processus électoraux et plus largement le débat public dans les démocraties ou dans les pays en tout cas où il y a des élections.
Il y a également, évidemment, une situation socio-économique qui est favorable à la montée des extrêmes ou à cette polarisation du débat public, avec les questions de, voilà, de crise de la poursuite de l'inflation, la question du niveau de vie, du pouvoir d'achat, des pertes un peu d'espoir dans l'ascension sociale, etc., qui créent un contexte aussi favorable à cette polarisation du débat public. Et cette polarisation du débat public qui peut également favoriser en réaction soit des mouvements de protestation ou également des formes de répression de la part des États, ce qui peut se traduire par un recul des droits humains. Et donc déjà, ça, il le pose également comme un risque à anticiper à court terme. Voilà. Et donc il parle aussi de la défiance croissante envers les informations données par les médias ou par les gouvernements, pouvant renforcer les points de vue extrémistes dans un cercle vicieux alimentant l'agitation sociale et des possibles confrontations. Il en résulte un risque accru de répression et d'érosion des droits humains, de la liberté d'expression en lien avec la réaction des autorités dans différents pays. Voilà. Ensuite, sur la deuxième grappe de risque à anticiper, c'est la question de la guerre et de la montée des conflits géopolitiques. Oui. Une question là, juste de méthode. Ce que tu nous présentes sur la partie scénarisée, est-ce que c'est toujours les représentations, notamment des leaders d'opinion, chefs d'entreprise, ou est-ce qu'on est déjà dans le croisement avec la documentation à dire d'experts? On est dans le croisement, clairement, parce que là, c'est vraiment des parties où, dans le rapport, ils vont aller citer des sources, des références bibliographiques, des articles de presse. Ils font référence également à des analyses produites par d'autres acteurs ou d'autres groupes, think tank, groupes d'experts sur ces sujets-là. Mais ils se nourrissent aussi vraiment de l'enquête et vraiment, là, ils vont aller interroger le top 5 des listes des risques à court terme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans le croisement là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Peut-être c'est plus facile aussi pour eux que pour nous le rare, parce que le croisement, c'est aussi quand même des dires de leaders d'opinion, donc qui ont une forme d'expertise aussi par certains aspects, mais on est bien dans le croisement. Donc, la deuxième grappe de risque, c'est la question des guerres et de la montée des conflits géopolitiques, alors qui était déjà évoquée en 2023, bien évidemment, mais qui est là et mise en avant de façon considérablement accrue par rapport au Global Risk Report de l'an dernier. Voilà, avec un peu la question donc 3 points chauds vraiment à surveiller, l'Ukraine, le Moyen-Orient avec le conflit Israël-Palestine et le risque de conflit entre la Chine et Taïwan, et puis tous les risques d'engrenage associés à ces 3 conflits, qui pourraient plus largement venir déstabiliser la situation économique, les chaînes d'approvisionnement ou la sécurité mondiale. Donc là, vraiment, 3 éléments à surveiller. Aussi des risques d'exacerbation de conflits existants ou de réactivation de conflits gelés ou qui étaient un peu en pause ou en mode guerre froide, soit par contagion liée aux 3 conflits précédents, soit parce qu'il y a toute une série de facteurs géopolitiques, géographiques, conséquences du changement climatique ou autres logiques géopolitiques qui peuvent venir déstabiliser un certain nombre d'États. Je vous renvoie à la situation en Afrique, au Soudan, etc. Enfin, il y a quand même des conflits. Burkina Faso, merci. Voilà, donc du coup, qui peut vraiment venir réactiver des conflits. Et puis, une capacité mondiale de régulation des conflits qui est affaiblie parce que, comme le monde est plus multipolaire, mais aussi beaucoup plus fragmenté, avec des blocs, le bloc russe, le bloc chinois, le bloc américain, occidental, etc. Du coup, il y a beaucoup moins de coopération, finalement, internationale, peut-être qu'il y a certaines années, qu'il y a quelques années. Voilà, donc là, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 2023, cette grappe de risque, elle était présente dans le Global Risk Report, mais plutôt à long terme, à horizon 10 ans. Donc là, ils en parlent de façon, je pense, plus alarmiste, et ils l'ont passé du long terme au court terme. Donc bon, pas très optimiste non plus. La troisième grappe de risque, c'est la question des incertitudes économiques. Donc là, c'est un peu comme en 2023. La question de l'inflation, du ralentissement, ou voire même d'un risque de retournement de la situation économique. La persistance des taux d'intérêt élevés, les menaces qui pèsent du coup sur une nouvelle crise de la dette, notamment autour de la dette des États, mais pas que. On pourrait aussi avoir des faillites d'entreprises qui pourraient générer aussi une crise de la dette. La question également des impacts d'El Niño, donc du phénomène climatique El Niño, qui pourrait impacter les rendements agricoles dans de nombreux pays, et donc venir déstabiliser ou créer une inflation sur le coût de l'alimentation de certaines matières premières. Les tensions sur les recrutements, etc. Donc voilà, donc on a un peu ces incertitudes-là. Voilà. Et donc ça, pareil, c'était également traité en 2023. Par contre, ce qui n'est pas beaucoup moins mis en avant par rapport à l'an dernier,
L'an dernier, il y avait vraiment une grappe de risque qui tournait autour de la question du pouvoir d'achat, de l'inflation et des tensions sociales que ça pouvait générer, qui était très très mise en avant dans les enjeux de court terme. Là, on le retrouve un peu en filigrane, hein, mais elle est beaucoup moins mise en exergue. Voilà. D'après, si on passe à la situation de long terme, donc là, on se projette dans 10 ans. Donc après, en premier lieu, il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, pareil, ils essayent aussi vraiment d'être dans une logique prospective et toujours dans le croisement entre les résultats de l'enquête et le dire d'experts. Donc, ils disent en premier lieu qu'il y a 4 forces structurelles, donc on appellerait ça un peu des tendances lourdes finalement en termes de prospective, qui vont redessiner complètement le paysage des risques à l'horizon 10 ans. Bon, c'est pas non plus des choses extraordinaires, mais bon, ça va mieux en le disant. La première force structurelle, c'est la question des accélérations et des ruptures technologiques. Donc là, ils vont notamment beaucoup interroger ces questions d'intelligence artificielle et d'évolution des technologies autour de l'informatique au sens large. Ensuite, il y a tout ce qui touche autour de l'accélération du changement climatique et des points de rupture associés. Là, c'est vraiment la première fois, je les ai quand même tous parcourus là, depuis 2006, qui sont aussi précis, aussi alarmistes, aussi concrets, on va dire, sur ces questions-là. Donc là, c'est quand même là aussi un vrai message qui nous passe. Ensuite, il y a la question des ruptures géopolitiques. Et enfin, il y a la question des bifurcations démographiques. Donc là, c'est intéressant. Ils disent finalement, on a un monde qui est très largement dans une logique de vieillissement de la population qui même est accélérée dans un grand nombre de pays d'Asie. Chine, Japon, Corée, également en Europe. Et dans ce monde en vieillissement accéléré, on va dire, il y a une zone ou un continent qui fait l'exception, c'est l'Afrique. Et ils disent à un moment, un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est que le continent africain pourrait accueillir 42% de la jeunesse mondiale en 2030. Alors, ils ne précisent pas la jeunesse, à quel âge ça s'arrête. Mais bon, sachant que l'Afrique, c'est quand même par ailleurs, bon, ça, c'est pas mis explicitement dans le Global Risk Report, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un des continents qui va être le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique et la crise, entre guillemets, enfin, la crise écologique. Donc, du coup, là aussi, ça interroge. Voilà. Et après, donc, ils ont là encore 3 grandes grappes de risques, on va dire, à anticiper à long terme. La première, c'est la question du déplacement des limites planétaires et des points de rupture climatique. Et ils se projettent directement, eux, dans un monde à plus 3 degrés. Ils disent de toute façon, le 1,5 degré, on y est presque. Vu qu'en gros, les politiques climatiques n'ont pas l'air partis pour infléchir très vite la tendance, ils préfèrent anticiper le plus 3 degrés, donc ils nous projettent là-dedans. Là, ils ont repris, en fait, là c'est vraiment le lien à l'enquête. Ils demandent dans l'enquête, donc ils donnent aux personnes qui répondent une liste, donc je crois que c'est 5 ou 10 risques, je ne sais jamais, qui sont proposés aléatoirement à la personne qui répond, et la personne doit donner jusqu'à 5 risques qui sont liés, donc conséquences en fait de chacun des risques qu'on lui présente, donc ça permet de faire une cartographie des effets dominos. Donc là, en fait, ils ont extrait à chaque fois de cette cartographie un risque un peu qu'ils jugent emblématique de cette thématique. Donc là, c'est la question de la déstabilisation des grands équilibres planétaires. Puis ils regardent un peu avec quoi c'est lié, quoi. Donc voilà, pour le coup, c'est assez parlant, je trouve. Quand on a tous les effets dominés ensemble, moi, j'y comprends rien, mais là, quand c'est ciblé, je trouve que c'est un peu plus lisible. Et après, bien sûr, ils le croisent avec leur analyse et leur dire d'experts. Donc en gros, on a... donc déjà, ils disent quand même qu'il y a un certain nombre de facteurs aggravants à cette question des enjeux climatiques et des limites planétaires. Il y a déjà le fait qu'on a actuellement des financements insuffisants sur les actions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique et globalement du dépassement des limites planétaires. Ils disent également que l'engouement autour des technologies de séquestration et de stockage du carbone, dont on a beaucoup parlé en effet là, dans les dernières COP, là, les conférences des parties autour de l'accord de Paris, ils disent que le risque, c'est que ça détourne tout le monde vers ça, alors qu'en fait, l'efficacité n'est pas encore acquise, et surtout, ça coûte très cher pour des résultats relativement limités. Donc du coup, leur crainte, c'est de dire déjà, on ne met pas assez d'argent dans les actions d'adaptation et d'atténuation, mais en plus, avec ces nouvelles technologies, c'est un peu le miroir aux alouettes qui risque de détourner tout l'argent vers ces technologies de stockage, séquestration du carbone, au détriment d'actions beaucoup plus efficaces. Et enfin, il repointe, il avait déjà pointé l'an dernier, le risque d'un déploiement non maîtrisé de la géo-ingénierie. Donc genre, on va aller mettre des poussières de soufre dans l'atmosphère pour tenter qu'il y ait moins de rayonnement solaire qui arrive sur Terre ou des choses comme ça. Et là, avec des risques d'effets dominos majeurs pouvant totalement déstabiliser le système climatique.
et avec le risque quand même qu'il y ait des États, voire même des groupes privés qui lancent des initiatives sans consulter personne, sans consulter les autres parties prenantes à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc sur les conséquences à anticiper, il y a vraiment il y a un risque de hausse de l'insécurité alimentaire et des pénuries d'eau, notamment parce que les points de rupture climatique pourront induire des changements radicaux dans les régimes des précipitations. Ils interrogent par exemple, alors ils disent que le Gulf Stream n'a jamais été aussi faible depuis plusieurs milliers d'années. Donc la question du fait que le Gulf Stream s'arrête, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent que c'est plausible, en tout cas à relativement brève échéance, et là avec des conséquences très, très graves. La question de la montée du niveau de la mer, c'est vrai qu'ils n'en avaient jamais trop parlé jusque-là. Là, pour le coup, ils font 2 pages là-dessus, ils montent des cartes. Donc ça, moi, c'est la première fois que je vois ça dans le Global Risk Report, en tout cas, les petits schémas qui disent, bah voilà, si on a 50 cm, 1 mètre ou 3,20 m, pourquoi ils mettent 3,20 m? C'est qu'ils disent que la barrière de glace de l'ouest de l'Antarctique, en gros, si elle se met à fondre, ça fait plus 3,20 m de niveau de la mer. Et ils disent voilà, qu'il y a quand même un certain nombre de scientifiques qui alertent sur le fait que cette fonte pourrait s'engager dans les 10 ans qui viennent. Donc voilà, avec des conséquences majeures à anticiper en termes de déplacement massif de population, je ne vous fais pas un dessin, et d'impact économique, là se chiffrant en milliers de milliards de dollars. S'il y a New York qui est sous les eaux, ou en partie sous les eaux, évidemment, sans parler de plein d'autres villes, forcément, ça ne va pas être très bénéfique pour l'économie mondiale. Également, il pointe une incapacité à financer l'adaptation à ces nouvelles conditions écologiques, finalement, et l'incapacité du système assurantiel, donc des assurances, à faire face. Il cite à un moment un chiffre qu'en 2030, il pourrait y avoir plus de 500 000 maisons inassurables en Australie, par exemple, du fait des événements climatiques extrêmes. Et bien sûr, il pointe tous les impacts sur la santé, entre les maladies chroniques, les pandémies ou les maladies infectieuses, que tout ça pourrait générer, évidemment. Donc un tableau très très sombre, très alarmiste. Moi, c'est la première fois, au fil un peu de la lecture de Global Risk Report, que je les trouve aussi alarmistes sur cette question-là. Voilà. Par rapport à 2023, en 2023, ils insistaient aussi beaucoup sur la question des pandémies. Là, ils insistent moins, ils en parlent toujours, mais alors que l'an dernier, ils mettaient vraiment la question des pandémies, de la crise du système de santé très en avant. Là, voilà, ils en parlent beaucoup moins. Et bon, ce qui ne veut pas dire que le problème est réglé pour autant. Confère la grippe aviaire et tous les... Je ne sais pas si vous suivez l'actu, mais quand même, on voit qu'il y a quasiment tous les mammifères auxquels il y a eu des transmissions, et après des transmissions d'animaux à animaux. En gros, ça passe des oiseaux, mettons, aux vaches, puis maintenant, ça se transfère des vaches aux vaches. Il y a déjà eu des transmissions à l'humain, il y a un taux de mortalité de 50%. Il n'y a pas encore de transmission interhumaine signalée, mais bon, manifestement, on serait les derniers mammifères à ne pas encore à y échapper. Donc, bon, voilà. C'est ma parenthèse optimiste du matin. Deuxième graphe de risque, donc tout ce qui touche autour des conséquences négatives du développement de l'intelligence artificielle et de la concentration du pouvoir économique dans le secteur des hautes technologies. Donc là, vraiment, c'est quelque chose, il l'interroge déjà à court terme avec la question de la désinformation et de la polarisation du débat public. Et là, ils y reviennent très longuement et très lourdement, on va dire, sur les enjeux de long terme. Déjà, pareil, ils pointent un peu des facteurs aggravants. Alors, dans les facteurs aggravants, il y a notamment le manque de régulation du développement de toutes ces technologies émergentes et même une logique d'absence de principe de précaution, ils emploient le terme, parce que, d'une part, il y a un tel poids économique et une telle concentration des grands leaders économiques du secteur qu'en gros, c'est des entreprises énormes qui ont pouvoir d'influence et de lobbying sur les États qui est gigantesque. Et d'autre part, comme il y a une concurrence entre les États pour attirer le développement de ces technologies, ben en gros, dans la concurrence, l'idée de dire venez chez nous, il n'y a aucune règle, c'est open bar, vous ferez ce que vous voulez, évidemment, c'est malheureusement perçu par certains États comme un avantage concurrentiel. Ensuite, il y a aussi, au-delà de l'intelligence artificielle, il y a d'autres technologies émergentes qui peuvent venir déstabiliser la société mondiale. Ils pointent notamment les ordinateurs quantiques, dont les performances sont telles que ça pourrait venir rendre totalement obsolètes et inopérants tous les systèmes de cryptographie, donc les codes en fait, qu'on utilise pour protéger nos données. Ils disent que l'ordinateur quantique il aura une telle puissance de calcul qu'il pourra casser tous les codes en quelques minutes parce que c'est infiniment plus rapide que les ordinateurs actuels, quoi, finalement. Donc bon. Et après, sur les conséquences à anticiper, donc évidemment tout ce qui est la question de la désinformation, de la cybercriminalité, du recul des libertés,
mais également des discriminations avec la question des algorithmes qui, quand ils sont entraînés avec les paquets de données, reproduisent tous nos biais, y compris les pires, les plus racistes ou autres. Il y a pas mal d'expériences faites avec ChatGPT ou je ne sais plus quoi d'autre là-dessus. Hein. Voilà. Une question également de redistribution des cartes économiques. Alors, ils disent par exemple que les grandes entreprises de l'intelligence artificielle pourraient progressivement prendre le contrôle sur les secteurs de la santé, notamment via la collecte de données pour faire de la médecine prédictive. Santé, y compris du coup les assurances médicales ou les assurances de santé évidemment, mais également la question de la finance, la question de l'éducation, la question de l'armement, etc. Donc il y a de plus en plus. On pourrait même ajouter, quand on voit Elon Musk et Tesla, le secteur des transports ou de la construction automobile, on voit finalement qu'il y a une redistribution des cartes où tous ces grands acteurs, où c'est des entreprises qui partent des technologies numériques finalement, ont de plus en plus d'emprise dans l'économie réelle, non liée au numérique, mais via la question des données, ou via également un pouvoir financier démesuré qu'ont ces grands acteurs et ces grands milliardaires. Ils parlent à un moment, ils font des petites boîtes avec des risques potentiels, ils parlent de unelected billionaire, donc du milliardaire non élu, qui à un moment a un tel pouvoir d'influence qu'il est un pouvoir d'influence comparable à celui des plus puissants États à l'échelle mondiale. Il ne cite pas Elon Musk, mais comme il cite Starlink, quand il a passé ses satellites aux rebelles ukrainiens, là, bon, on comprend exactement de qui il parle, hein, c'est assez transparent. Ensuite, des questions de nouvelles donnes géopolitiques également, parce qu'il y a un certain nombre d'États, pour sécuriser leur chaîne de production ou d'approvisionnement liée aux technologies, vont aussi redistribuer tout leur réseau et jeu d'alliances géopolitiques. On peut penser, il cite la Chine, par exemple, hein, qui a toute une politique de géopolitique des minerais, finalement, pour aller capter des mines en Afrique, etc., puis un peu s'acoquiner avec des États pour après avoir le contrôle des matières premières qui sont nécessaires à leur filière de production de terres rares, de semi-conducteurs, etc. Il y a également le pouvoir d'influence croissant des grands acteurs du numérique sur les décisions des États, j'en ai parlé. Des questions de nouvelles formes d'inégalité, alors entre des acteurs, des individus, des groupes sociaux, des territoires qui vont avoir accès ou qui vont pleinement bénéficier de l'essor de ces nouvelles technologies versus des acteurs, des territoires, des groupes sociaux qui vont être tenus à l'écart ou qui vont avoir plutôt les conséquences négatives. La Silicon Valley versus tous les gens qui vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle, pour le faire en caricatural plus. Et enfin, des risques d'escalade militaire ou des conflits géopolitiques, parce que l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les armements ou dans les systèmes de décision avec un peu les armements autonomes ou semi-autonomes, ça pourrait faire qu'à un moment, l'algorithme il est un peu mal réglé, puis il va mal interpréter un truc, et comme il n'y a plus d'humain derrière pour arrêter d'appuyer sur le bouton, on va dire, ça pourrait faire des escalades militaires incontrôlées, pilotées par des robots, quoi, finalement. Là aussi, ce n'est pas très réjouissant. Tout ça a été développé en 2023, mais de façon beaucoup moins détaillée et beaucoup moins alarmiste. Et enfin, on a une dernière grappe de risques. Est-ce que je vais y arriver ? Qui est la... Oui, il y en a deux autres encore. Ils interrogent la question, est-ce qu'on ne va pas vers un arrêt du développement économique et social, donc notamment... pas que la croissance économique, mais également l'atteinte des objectifs du développement durable de l'ONU, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est la première fois que le Global Risk Report, il parle d'un risque d'arrêt du développement, quoi. C'est pareil, là, c'est à ma connaissance, c'est inédit et c'est particulièrement alarmiste. Comme le forum de Davos qui dit, attention, le développement économique et social risque de s'arrêter dans les 10 ans, voire même de se retourner, parce qu'en gros, de redescendre, hein. Ça me fait plus penser aux projections du rapport Meadows en 72 que bon. Développement économique et social, ils ne jugent qu'au prisme de la croissance économique. Non. Alors, eux, dans le titre, ils disent développement, mais j'ai ajouté économique et social justement parce qu'ils parlent bien des objectifs de développement durable de l'ONU, etc. Et c'est ça, voilà, oui. C'est exactement ça. Ils ne parlent pas que de la croissance, hein, justement. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, du coup, dans les facteurs aggravants, toujours... Hein, ils soulignent quand même que les impacts de la crise Covid, ils perdurent, hein, et ils ont quand même fait reculer l'accès à l'éducation, à la santé et accru la pauvreté dans un grand nombre de pays ou de groupes sociaux, entre guillemets, défavorisés. Donc ça crée déjà un terreau défavorable, qui a des très fortes transformations sur les marchés du travail qui sont en cours ou à venir. Alors, il y a d'un côté le vieillissement de la population, là où ça vieillit, qui libère des emplois,
Mais inversement, voilà, en Afrique, par exemple, il y a une telle jeunesse qu'il y a, là, au contraire, il y a des pénuries d'emplois par rapport à l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Il souligne que l'intelligence artificielle pourrait amener à la suppression de nombreux emplois. Il souligne que les transitions écologiques vont créer des emplois, mais vont aussi et surtout nécessiter, un peu comme aussi l'essor de l'intelligence artificielle et son intégration dans l'économie, des changements radicaux dans les formations des gens, enfin, donc des enjeux énormes de formation continue, de réadaptation de ces compétences à ces nouveaux emplois. Donc déjà, il y aura moins d'emplois. Et en plus, il faudra complètement retravailler ces compétences qui risquent d'exclure énormément de gens du marché du travail. Donc ça, c'est quand même un gros risque qui pointe. Il pointe aussi les impacts du changement climatique sur l'économie, l'accès aux besoins essentiels ou la question des migrations climatiques, qui là aussi vont pas être très bonnes pour le développement social d'un certain nombre des personnes concernées, on va dire. Et une insuffisance des moyens alloués à l'éducation, à la formation continue, à la santé, aux transitions, etc. Ça, c'est quelque chose qu'ils avaient énormément pointé dans le rapport de l'an dernier, où ils disaient, attention, la nécessité de rembourser la dette publique, ou l'accent mis là-dessus, mais aussi le fait qu'on a des gestions à très court terme des crises, en gros, qu'on fait l'an dernier, hop, le coût de l'énergie augmente, on met un bouclier tarifaire, ça crame 15 ou 20 milliards d'euros qu'on aurait peut-être pu affecter à des actions plus structurelles. En gros, il le disait presque comme ça dans le rapport de l'an dernier. Je retraduis avec mes mots, mais c'était dit de façon presque aussi crue. Du coup, voilà, ils le rappellent et disent que justement, ça fait aussi un terreau aggravant, parce que finalement, il y a des ressources. On a mobilisé beaucoup d'argent public, on s'est endetté pour ça, mais on l'a affecté plutôt à gérer la crise à court terme, gérer les conséquences de la crise à court terme, plutôt que de se préparer aux enjeux de long terme. Et donc, les conséquences à anticiper en lien avec tout ça. Donc ça rejoint la question du manque d'opportunités économiques et de l'ascenseur social qui s'arrête ou qui redescend, quoi. Donc un blocage de la mobilité sociale ou une baisse des niveaux de vie, voire une paupérisation d'une large frange de la population, y compris au sein des pays dits développés. Une croissance économique ou de l'emploi qui est de plus en plus polarisée autour de certains territoires ou au profit de certains groupes sociaux ou de secteurs économiques. Donc là aussi, des fractures, des inégalités qui se creusent à l'échelle mondiale, mais aussi à l'intérieur des pays. L'idée aussi qu'on a un gros risque que les investisseurs internationaux délaissent de plus en plus les pays les plus fragiles parce que les plus concernés par le changement climatique, les conflits ou l'instabilité. Donc là encore, renforcement des inégalités à l'échelle mondiale. Et puis, bien sûr, tout ça risquant d'avoir des impacts sociopolitiques majeurs, montée du populisme, des extrêmes, des mouvements anti-immigration, c'est eux qui disent, ou des mouvements de protestation, des répressions associées, etc. Donc un monde ou des États, en tout cas, de plus en plus fragilisés, de moins en moins gouvernables. Et enfin, le dernier grade de risque, et là, ils disent bien que c'est un risque qui n'est pas tellement pointé dans le classement, mais eux, ils disent que c'est un risque qu'ils perçoivent comme étant sous les radars des décideurs. C'est la question de l'enracinement et de l'essor des organisations criminelles et mafieuses. Donc, ils disent crime wave, donc ils disent vague de criminalité, ils le synthétisent comme ça, mais je trouve que c'était plus juste de le dire avec cette phrase-là, parce que c'est pas le fait qu'on va se prendre des coups de couteau dans la rue, c'est bien le risque que les mafias et les grands acteurs mafieux de tous ordres, pas que liés à la drogue, mais aussi au trafic d'êtres humains, les passeurs par rapport aux migrations internationales, l'évasion fiscale, enfin tout type d'organisations criminelles et mafieuses vont avoir un pouvoir d'influence croissant sur les États ou sur la situation mondiale. Alors, en termes de facteurs aggravants de cette tendance, ils pointent la montée de la pauvreté, du chômage ou du manque d'opportunités économiques qui peuvent pousser des populations, des individus vers l'économie parallèle, mais qui peuvent aussi venir stimuler la consommation de drogue par désespoir. Finalement, ils donnent un peu l'exemple de la crise des opioïdes aux États-Unis, par exemple. Ils parlent aussi de l'essor des migrations involontaires, donc déplacements de population liés aux guerres, au changement climatique, qui vont non seulement pousser des millions de personnes dans la misère, mais aussi favoriser l'essor de réseaux criminels autour des passeurs, des réseaux d'immigration clandestine, en fait, qui sont quand même des sources de profit gigantesques pour des mafias ou des groupes criminels. Il parle aussi de la question de la fragilisation des États, de plus en plus d'États fragilisés, tu parlais du Burkina Faso tout à l'heure, par les conséquences du changement climatique, par les difficultés économiques, par la question de la polarisation sociale ou de la montée des extrêmes, ce qui crée du coup un vide, et ce vide est favorable à la montée, à l'essor des activités criminelles ou terroristes. Puis l'essor du terrorisme en lui-même, comme il s'appuie souvent sur des filières de financement via des activités mafieuses, ça s'auto-entretient aussi comme ça.
Et puis enfin, on a également les groupes criminels. Ils sont eux-mêmes des acteurs très friands de l'innovation technologique. Et donc tout ce qui est les innovations, crypto-monnaies et en cours, enfin, ils s'en saisissent de façon très rapide et efficace pour développer des nouveaux champs de criminalité très lucratifs et a priori très faciles à mettre en place. Sur les conséquences à anticiper, donc tout ce qui est santé publique en lien avec l'explosion de la consommation des drogues, hein, ils ont dans les risques émergents, ils disent une crise des opioïdes, mais plus à l'échelle mondiale. La question des hausses de la violence, de la corruption, du terrorisme. Alors la corruption, ils en parlent pas mal, parce que notamment, en lien avec l'essor des groupes mafieux, il y a une baisse de l'autorité des États, voire une prise de contrôle soit de certains territoires, soit de certaines institutions, voire de certains États par le crime organisé. Je vous rappelle quand même, il y avait une série d'articles dans Le Monde là, ou de reportages là, qui parlaient de la Belgique ou de la Hollande qui pouvaient devenir en partie des narco-États quand même, avec des juges sous protection policière, enfin, comme ça se passe au Mexique aussi, etc. Donc c'est sacrément inquiétant, quoi. Une porosité croissante entre des États et des milices privées ayant par ailleurs des activités criminelles ou terroristes. Alors, il cite nommément le groupe Wagner en Russie, qui est à la fois le bras armé de Vladimir Poutine, mais également un groupe, une milice privée qui a plein d'activités. Enfin, en Afrique, quand même, ils vont exploiter des mines. Enfin, c'est parfois à la limite un peu du réseau mafieux. Et il parle également de l'implication directe de certains États dans l'organisation d'activités criminelles à grande échelle. Alors, il cite l'exemple, je ne le connaissais pas, celui-là de la Corée du Nord, qui en 2023, sur quelques mois, a volé plus de 200 millions de dollars de crypto-monnaies. Parce qu'à priori, la Corée du Nord, ils ont des hackers de très grand talent. Voilà, donc ici, cet exemple-là, je pense que c'est loin d'être le seul. Voilà, et j'ai noté un chiffre, moi, qui m'a fait vraiment halluciner. Je ne savais pas, ça, entre 2000 et 2019, hein, donc avant la guerre en Ukraine, le crime organisé a fait autant de victimes que les conflits armés, soit environ 65 000 morts par an. Voilà, donc le problème est loin d'être mince. Voilà, c'était le tableau relativement réjouissant de la situation mondiale, des risques à anticiper vu par le Forum économique mondial.